Il avait une vie normale. Un travail. Une famille. Des voisins qui le saluaient le matin. Il aidait parfois à porter les courses de la vieille dame du dessus. Il riait aux blagues de ses collègues. Il embrassait ses enfants avant de les mettre au lit. Et un jour, il a fait quelque chose d'impardonnable. Pas un monstre de film. Pas un personnage de série criminelle. Un homme ordinaire. Comme toi. Comme moi. Comme n'importe qui dans cette rue, dans ce bureau, dans cette famille. C'est ça qui fait vraiment peur. Pas le mal spectaculaire. Pas le tueur en série avec les yeux fous. Le mal silencieux. Le mal banal. Le mal qui se glisse dans une vie normale sans frapper à la porte. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que personne n'ose vraiment se demander, est-ce que le mal est en nous tous? Est-ce que chacun d'entre nous, dans les bonnes ou mauvaises circonstances, est capable de basculer? La psychologie a une réponse. Et elle est inconfortable. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Sur le cocon familial, on explore chaque semaine la psychologie humaine pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, et avancer avec plus de lucidité dans ce monde complexe. La première chose que la psychologie nous dit, c'est ceci, le monstre n'est pas né monstre. Hannah Arendt, philosophe et politologue, a assisté au procès d'Adolf Eichmann en 1961. Eichmann était l'un des principaux organisateurs de la Shoah. Elle s'attendait à trouver face à elle un être démoniaque, un homme habité par une haine viscérale et une cruauté extraordinaire. Ce qu'elle a trouvé était bien plus terrifiant. Un homme terne. Bureaucratique. Banal. Un homme qui répétait qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Qu'il remplissait sa fonction. Qu'il n'avait pas à penser, seulement à exécuter. Arendt a appelé cela la banalité du mal. L'idée que les pires atrocités de l'histoire ne sont pas commises par des démons, mais par des gens ordinaires qui ont cessé de penser. Qui ont délégué leur conscience. Qui ont suivi le mouvement. Et c'est précisément pour ça que le mal ordinaire est le plus dangereux. Parce qu'il ne ressemble à rien. Parce qu'il ne se voit pas venir. Parce qu'il porte un visage familier. Alors comment ça se passe vraiment? Comment un homme ordinaire bascule-t-il? Il y a 3 mécanismes psychologiques que la science a identifiés. Et il ne demande pas d'être un monstre pour s'enclencher. Il demande juste d'être humain. Le premier mécanisme, la déshumanisation de l'autre. Tout commence par un mot. Un surnom. Une catégorie. Eux. Ces gens-là. Les autres. Quand on cesse de voir l'autre comme un être humain avec une histoire, une famille, des peurs et des rêves, on ouvre une porte dangereuse. La violence devient possible quand l'empathie est désactivée. Et l'empathie se désactive progressivement, par petites touches, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le deuxième mécanisme, la déresponsabilisation progressive. C'est le mécanisme qu'Eichmann incarnait parfaitement. On commence par de petites concessions. On suit les ordres. On fait confiance au système. On se dit que ce n'est pas notre décision, que d'autres savent mieux, que tout le monde fait pareil. Et peu à peu, la responsabilité personnelle se dissout dans le collectif. On n'est plus un individu qui choisit. On est un rouage qui tourne. Philippe Zimbardo, psychologue américain, a démontré ce mécanisme de façon saisissante avec son expérience de Stanford en 1971. Des étudiants normaux, sains, équilibrés, ont été assignés aléatoirement au rôle de gardien ou de prisonnier dans une prison simulée. En moins d'une semaine, les gardiens se comportaient avec une cruauté que personne n'aurait prévue. L'expérience a dû être arrêtée prématurément. Zimbardo en a tiré une conclusion bouleversante, ce ne sont pas les mauvaises personnes qui font les mauvaises choses. Ce sont les mauvaises situations qui transforment les gens ordinaires. Le troisième mécanisme, l'ombre jungienne non intégrée. Carl Jung parlait de l'ombre comme de cette partie obscure de notre psychisme que nous refusons de reconnaître. Nos instincts de domination, nos pulsions de violence, notre capacité à la cruauté. Nous les rejetons, nous les nions, nous prétendons qu'elles n'existent pas. Mais elles existent. Et quand elles ne sont pas reconnues, travaillées, intégrées, elles se manifestent de façon incontrôlée. Le plus souvent projetées sur les autres. Ce que je refuse de voir en moi, je le pourchasse chez toi. Ce que je nie en moi-même, je te le reproche avec une violence démesurée. L'ombre non intégrée est le carburant du mal ordinaire. Maintenant voici les 4 visages sous lesquels ce mal se manifeste dans nos vies quotidiennes.
Le premier, le suiveur silencieux. C'est la personne qui sait. Qui voit. Qui sent que quelque chose ne va pas. Mais qui se tait. Qui regarde ailleurs. Qui se dit que ce n'est pas son problème, que ça ne la concerne pas, qu'elle ne peut rien y faire. Le suiveur silencieux n'est pas cruel. Il est lâche. Et sa lâcheté permet au mal de prospérer. Dans chaque entreprise toxique, dans chaque famille dysfonctionnelle, dans chaque groupe où quelqu'un est maltraité, il y a des suiveurs silencieux. Des gens bien qui ne font rien. Et leur silence est une forme de complicité. Le deuxième, le manipulateur masqué. Celui-là est plus difficile à repérer. Il sourit. Il charme. Il se présente comme un bienfaiteur, un leader, un ami. Mais derrière ce masque, il contrôle. Il isole. Il détruit les autres pour se sentir puissant. Sa violence n'est pas physique. Elle est psychologique, insidieuse, invisible. Jung aurait dit que le manipulateur masqué est quelqu'un dont le persona est parfaitement poli, mais dont l'ombre est totalement déchaînée. Il a appris à cacher l'un pour libérer l'autre. Le troisième, le blessé qui blesse. C'est peut-être le visage le plus humain, et le plus tragique. C'est la personne qui a elle-même été victime. Qui a souffert, été trahi, humilié, abandonné. Et qui reproduit ce qu'elle a reçu. Non pas par choix conscient, mais par automatisme psychique. On transmet ce qu'on n'a pas guéri. On inflige ce qu'on n'a pas transformé. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est une explication. Et comprendre ce mécanisme est la première étape pour le briser. Le quatrième, le système qui corrompt. Zimbardo nous l'a enseigné, parfois le mal ne vient pas d'un individu mais d'une structure. Une institution, une entreprise, un groupe, une culture qui normalise progressivement des comportements destructeurs. Le système récompense la conformité et punit la résistance. Et les individus, même bien intentionnés, finissent par s'y soumettre. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà été dans un environnement où tu te sentais devenir quelqu'un que tu ne reconnaissais pas? Un travail, une relation, un groupe? Ta réponse peut aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur ce qu'il vit. Alors que nous dit vraiment la psychologie sur tout ça? Jung écrivait, chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Ce n'est pas une condamnation. C'est un avertissement. Et une invitation. Freud parlait de la pulsion de mort, cet instinct destructeur présent en chaque être humain, en opposition constante avec la pulsion de vie. Pour lui, la civilisation elle-même est une tentative collective de contenir ces forces obscures. Et Zimbardo concluait que la frontière entre le bien et le mal n'est pas une ligne fixe tracée entre les bonnes et les mauvaises personnes. C'est une ligne perméable, mouvante, que chacun d'entre nous peut franchir. Le quatrième, le système qui corrompt. Zimbardo nous l'a enseigné, parfois le mal ne vient pas d'un individu mais d'une structure. Une institution, une entreprise, un groupe, une culture qui normalise progressivement des comportements destructeurs. Le système récompense la conformité et punit la résistance. Et les individus, même bien intentionnés, finissent par s'y soumettre. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà été dans un environnement où tu te sentais devenir quelqu'un que tu ne reconnaissais pas? Un travail, une relation, un groupe? Ta réponse peut aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur ce qu'il vit. Alors que nous dit vraiment la psychologie sur tout ça? Jung écrivait, chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Ce n'est pas une condamnation. C'est un avertissement. Et une invitation. Freud parlait de la pulsion de mort, cet instinct destructeur présent en chaque être humain, en opposition constante avec la pulsion de vie. Pour lui, la civilisation elle-même est une tentative collective de contenir ces forces obscures. Et Zimbardo concluait que la frontière entre le bien et le mal n'est pas une ligne fixe tracée entre les bonnes et les mauvaises personnes. C'est une ligne perméable, mouvante, que chacun d'entre nous peut franchir. Ce n'est pas pour nous désespérer. C'est pour nous rendre vigilants. Alors comment se protéger de sa propre obscurité? Premièrement, intégrer son ombre. Pas la nier. Pas la fuir. La regarder en face. Se demander, de quoi suis-je capable dans mes pires moments? Quelle est ma part d'obscurité? Ce travail d'honnêteté radicale avec soi-même est le premier rempart contre le basculement. Deuxièmement, développer une empathie consciente et active. Ne pas laisser l'autre devenir abstrait. Maintenir le contact avec son humanité,
même quand il est différent, même quand il nous dérange, même quand il nous oppose. Troisièmement, reconnaître les systèmes toxiques et avoir le courage de les quitter ou de les nommer. Quand un environnement te demande de trahir tes valeurs progressivement, c'est un signal d'alarme. La conformité confortable est souvent le premier pas vers la complicité. Quatrièmement, cultiver la responsabilité personnelle. Ne jamais se cacher derrière les ordres, le groupe, le système. Chaque acte est un choix. Chaque silence est un choix. Chaque regard détourné est un choix. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est peut-être parce que tu te poses des questions sur la nature humaine. Sur ta propre nature. Ce n'est pas de la morbidité. C'est de la lucidité. Jung disait, connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. Le monstre n'est pas dehors. Il est en chacun de nous, endormi, attendant les mauvaises circonstances. Et c'est précisément parce que nous le savons que nous pouvons choisir autrement. Chaque jour. Chaque décision. Chaque moment où nous choisissons de voir l'humanité dans l'autre plutôt que de l'effacer. C'est ça, la vraie résistance au mal. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie humaine. Ces conversations ont besoin d'exister. Et abonne-toi au Cocon Familial, chaque semaine on explore ensemble ces questions qui comptent vraiment. À la prochaine.